Yeah. Oh, yeah. Okay, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Veuillez prendre place et veuillez rejoindre les premiers rangs, s'il vous plaît. Il y a assez d'espace. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette session sur les investissements et la restauration des écosystèmes dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Et c'est organisé par la FAO. Nous aurons les premières allocutions d'ouverture données par M. Abdelhakim, l'assistant directeur général et représentant pour la région du Proche-Orient et du Nord d'Afrique. Et par la suite, nous aurons des présentations par Mme Fida Haddad et nous commencerons avec le panel par la suite. Nous allons commencer par l'allocution d'ouverture par M. Abdelhakim El Waer. Il présentera une vidéo parce qu'il n'est pas présent ici avec nous et donc je vous demande de partager sa vidéo. Investing pathways for ecosystem restoration in the Near East and North Africa region, organized by the FAO's Regional Office for the Near East and North Africa. Climate change, recurrent droughts, and unsustainable agricultural practices are placing immense pressure on MENA's natural resources and ecosystems, leading to environmental degradation, socio-economic instability, and worsening food insecurity. Severe land degradation already affects 45% of agricultural areas, compounding the region's critical water scarcity, while the economic toll of land degradation is estimated at $9 billion annually in MENA, emphasizing the urgent need for coordinated collective action. The social implications are equally dire. MENA is home for the second largest population of internally displaced persons, IDPs, in the world, 41% of the global total. In 2023, nearly one-third of all internal displacement cases were driven by climate-related disasters. Since 2000, the number of undernourished people in the region has increased by 76%, affecting a total of 59.8 million people. High dependence on food imports and limited export diversification contribute to low regional integration, exposing the MENA region to food insecurity and social instability. These figures highlight the urgent need for coordinated, transformative action. While significant investments and efforts by countries and partners have laid a strong foundation towards ecosystem restoration, the MENA region, with less than 4% of its land
designated for restoration has tremendous potential to accelerate progress, particularly through the UN Decade on Ecosystem Restoration. The Decade, jointly coordinated by UNEP and FAO, unites stakeholders to restore agricultural lands, forests, rangelands, and coastal ecosystems. Yet, closing the gap between aspiration and action requires significant investment. NEDA receives just 6.6% of global climate finance, a small fraction of what is needed. Between 1992 and 2023, the region secured only $24.4 billion in climate finance, one of the lowest shares globally. The gap is even starker when considering the region's nationally determined contributions, NDCs. Funding from international climate funds is 20 times lower than the costs identified by countries in the region to address climate challenges effectively. Similarly, Rio funding, critical to addressing climate change, desertification, and biodiversity loss, represents just 10% of annual official development assistance, ODA, to the region. Let us be clear. While NEDA needs $371 billion for Rio-related initiatives by 2030, it currently receives just $2.6 billion annually, leaving a 90% financing gap. This highlights the need for urgent action and regional collaboration to reverse the alarming trends and the significant challenges that remain. Clearly, business as usual can no longer continue. The challenges we face demand an innovative growth model that respects and restores the ecosystems that support it. In response, FAO, UNEP, UNCCD, UNESCO, and the League of Arab States have established a regional investment framework that integrates ecosystem restoration with socio-economic development. Our framework has two main objectives. First, we aim to establish a common approach, a language that allows us to implement restoration and development initiatives that safeguard both systems and economies. Second, we are focused on curating partnerships, creating mechanisms for knowledge sharing, and designing innovative financing options. These partnerships will include governments, the private sector, and the civil society. By leveraging regional and global financial and knowledge resources, this framework provides a roadmap for bridging the financing and knowledge gaps that hinder sustainable development. It prioritizes the co-benefits of environmental health and socio-economic stability, recognizing the diversity of challenges and opportunities across NEDA's 22 countries. To achieve this, we must focus on three key actions. Action number one, diversifying financing sources. By leveraging public-private partnerships, engaging multilateral development banks, and fostering innovative financial mechanisms, we can unlock the vital resources needed for transformation. Action two, enhancing resource allocation. Strategically reallocating existing funds and ensuring alignment with national and regional priorities will amplify their impact and ensure they reach the most critical areas. Action number three, advocating for equity in global climate finance. As a region that is disproportionately affected by climate change and water scarcity, it is crucial
that we unite in advocating for a fairer share of global climate finance. This framework represents a paradigm shift, empowering governments and partners across the region to embrace integrated solutions to our most pressing challenges and allowing countries to balance economic growth with environmental restoration. It is not just about reversing degradation. It's about fostering resilience and creating a sustainable future. The NEDA Regional Investment Framework represents a fresh approach to ecosystem restoration that prioritizes the core benefits of environmental health and socio-economic stability. It is not only about reversing degradation, but about fostering a future where economic growth is in harmony with natural ecosystems. By empowering countries across NENA with the tools, knowledge, and financing they need, we are building a foundation for resilience that can be applied across regions and generations. Excellencies, esteemed colleagues, partners, and distinguished guests, as we embark on transformative journey, let's remember that our success depends on collaboration and shared commitment. Developing a shared vision and strengthening partnerships will be essential for benefit of both present and future generations. Every stakeholder, from governments to local communities, has a vital role to play in this journey. It is only by mobilizing our collective efforts and aligning our economic ambitions with environmental stewardship that we can address pressing challenges to our region faces and work together a sustainable, resilient future for all. I thank you. Well, thank you. Merci. D'accord, des mots très clairs. Nous avons notre orateur principal, oratrice plutôt, Sinia Haddad, conseillère principale pour la NENA, et nous expliquera et nous parlera des cadres régionaux que Monsieur le directeur a mentionné. Donc, je vous invite, Madame Haddad. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais parler en anglais parce que la traduction est disponible et au cas où il y a des questions, nous allons y répondre dans la langue de votre choix. Parlons de notre région. Nous savons que l'année dernière, notre région ainsi que d'autres ont accueilli plusieurs conventions. Si l'on voulait résumer le statut de la région par rapport aux problématiques relatives à la biodiversité, à la dégradation et au changement climatique de manière générale, et tel que cela a été mentionné lors des allocutions d'ouverture, notre région est l'une des régions qui souffre le plus de la dégradation du sol et de la sécheresse, pas seulement à cause du changement climatique, mais à cause également des différents conflits. Et donc les rapports récemment publiés par la FAO par rapport à la sécurité alimentaire dans la région, dû au conflit principalement. Et nous voyons que les zones de conflit voient une insécurité alimentaire qui est 4 fois moindre en proportion à la limite qu'il ne faudrait jamais dépasser. Donc il y a eu des projections et des prévisions futures pour les personnes menacées et cela va jusqu'à 45%. Et si ces pratiques non durables continuent, nous allons atteindre 70%. Aujourd'hui, on en est à 22%, et beaucoup de recherches et de rapports soulignent que la dégradation dans la région va au-delà
des attentes et des prévisions. Et cela appelle à traiter donc les problématiques en tenant compte des problématiques de développement durable. Et il y a eu également la décennie des Nations Unies et les travaux de restauration qui souhaitaient établir une vision commune dans la région. Je ne souhaite pas commencer par le négatif, mais voilà ici un aperçu cloud qui reflète les statuts de productivité de notre région. Les zones rouges démontrent que la productivité est en déclin dû à différentes raisons avec lesquelles vous êtes familiers. Le point positif ici est qu'il y a plusieurs bonnes pratiques et des collaborations qui visent à nous rapprocher par rapport à la biodiversité, la résilience, au changement climatique, etc. Et donc, nous travaillons ensemble pour la résilience, pour les activités humanitaires, le développement, etc. Effectivement, beaucoup de bonnes pratiques. Le statut a démontré également que si l'on investissait en la restauration des sols, chaque dollar nous donnerait en retour 20 dollars. La question est comment donc traduire ces dollars en actions et puis comment encourager les différentes parties prenantes et les preneurs de décision à investir en les terres comme une solution, et à les voir comme une solution pour ces problèmes. Malheureusement, il y a encore une fois un aspect négatif ici. Même si l'engagement global pour restaurer la terre et investir en la restauration des terres a vu donc ce 1 milliard de dollars, mais malheureusement cela n'est pas suffisant et la question est la suivante, c'est soit on ne rapporte pas ce que l'on fait suffisamment, soit la situation est plus que parfaite et il n'y a pas de dégradation et donc il n'y a pas de terre à restaurer. Voilà un snapshot ici, un aperçu du cadre que l'on appelle un cadre de collaboration conjointe entre les pays dans la région avec le soutien de la Ligue des États arabes où l'UNESCO, l'UNCCD et d'autres institutions appellent pour un cadre régional pour investir en la restauration des terres pour les solutions de développement durable. Ici, il faut relier la restauration à la création d'emplois et puis au bien-être des communautés. Nous souhaitons également faire de cet angle environnemental la perspective de base pour les preneurs de décision. Nous nous focalisons sur deux objectifs également. Le premier est de voir les modèles de restauration et d'investir en les terres en tant que solution. Il y a aussi les connaissances qui sont très importantes, le partage de connaissances et la dissémination du savoir. Et ceci nous manque vis-à-vis plusieurs projets et initiatives. Cela nous permettra de contribuer aux différents progrès par rapport aux ODD, mais également à l'appui de la restauration des terres. Par rapport à la méthodologie créée, nous l'appelons la méthodologie des 4 paramètres inclusifs. Il y a également 4 lignes d'investissement dans ce sens, ou plutôt 6. Nous diagnostiquons la situation sur la base de 4 paramètres inclusifs sur lesquels nous nous penchons par rapport aux dimensions démographiques de la région pour déterminer où il faut investir pour soutenir la restauration des terres. Et puis, il y a également les initiatives préétablies et les meilleures pratiques existantes que nous avons suivies. Là, nous avons déterminé au final des paramètres finaux pour appuyer ce cadre-là et donner lieu à ces 6 chemins d'investissement. Les voilà, mesdames et messieurs. Nous savons que la région a un différent écosystème. Cela commence par les terres, les plaines, et il y a également les terres arides, et il y a des terres sèches. 90% de la région est considérée comme des terres de pâturage et donc cela veut dire que l'on a différents écosystèmes à restaurer et voilà donc quelques exemples de ces écosystèmes-là.
la théorie de ce cadre et de se pencher sur les moteurs qui mènent l'action. Donc, est-ce que l'on va garder le statu quo ou est-ce que l'on va passer vers de nouveaux modes de collaboration? Pour les affaires et donc l'aspect entrepreneurial, nous avons vu que la plupart des initiatives nationales ou les partenariats publics et les mécanismes d'implémentation des fonds ont tous un commun critère. Le défi est le même. Par rapport au business, il y a des objectifs inadéquats sur le court terme et le long terme. Il y a un manque de financement, il y a des connaissances fragmentées, il y a un manque de partage, ainsi qu'un manque de durabilité par rapport à l'investissement en les terres d'agriculture. On ne les voit pas réellement comme un moyen pour produire de l'emploi ou créer de l'emploi, mais plutôt comme un moyen pour produire tout court. Et puis, comme Dr Hakim l'avait mentionné lors de son allocution d'ouverture, peu importe la situation que je viens de présenter, la région reçoit 6,6% des financements globaux. Pourquoi alors est-ce que l'on se focalise sur ceci avec la Convention sur le changement climatique, etc.? C'est parce que quand on commence à investir plus pour les projets climatiques, disons, on l'a fait depuis 2007, la plupart des financements et des propositions étaient issus pour le changement climatique et la lutte y afférente. Malheureusement, nous n'avons pas assez de fonds, donc nous recevons 6,6% des fonds climatiques seulement sur la base du total qui devait nous être alloué. Et ceci entrave la quête vers la protection de biodiversité, etc. Maintenant, si on passe à des cadres d'investissement et si on se penche sur les différents parcours d'investissement ainsi que des cycles vertueux, où l'on se penche sur l'au-delà du financement public ou du financement privé, etc., ou des fonds de développement, notamment qui contribuent au transfert et à l'interprétation ou à la traduction de ce dollar en 20 dollars. Il faut alors des moyens de financement alternatifs. Il y a également par rapport à la partage des connaissances, et comme je l'ai mentionné au début, c'est l'un des écarts qu'il faut combler. Et nous avons noté cet écart à travers les différentes initiatives que nous avons analysées. Il y a également la cohérence des politiques et leur cohésion. Nous essayons de progresser vers des pratiques qui soient meilleures par rapport aux affaires relatives à la cohérence, mais il y a quand même beaucoup de défis qui entrave les différents efforts de restauration et nous avons parlé des régimes fonciers qui constituent un problème. Il y a les problèmes d'égalité et d'équité entre les femmes et les hommes, entre les fermiers et les pastoraux, etc. Et puis, il y a les entreprises, les petites, très petites et petites entreprises qu'il faut soutenir. Et là, l'intégration régionale est l'un des défis clés et l'un des écarts aussi sur lequel il faut travailler. Il y a le commerce régional qui pourrait combler l'écart par rapport à l'investissement régional dans ce sens. Et puis, le focus sur le commerce et les différents produits devrait aussi être souligné. En addition à cela, il y a les écosystèmes de restauration et de développement. Ici, on ne va pas juste restaurer la forêt ou reboiser seulement, etc., mais on va intégrer le bétail à l'écosystème, aux arbres, etc., et cela fera partie d'un système intégré. Voilà ici les critères que nous avons analysés à travers plus de 300 initiatives à l'échelle régionale et nationale à l'aide de différents mécanismes de financement. Voilà les domaines d'action par rapport à la restauration des écosystèmes que la région à laquelle la région donne beaucoup d'importance. Et puis il y a par rapport à
au retour durable sur l'investissement, les budgets, les partenaires, les cibles et comment nous souhaitons aller de l'avant avec les investissements. Et puis, nous avons parlé de ces 300 initiatives et projets qui se déclinent à travers différents niveaux. Merci à tous ceux qui ont participé à élaborer cette analyse. Il fallait justement catégoriser en 6 chemins. Au final, voilà, il y a quelques cas d'affaires, quelques cas de business où nous avions analysé les initiatives nationales et les éléments clés de ces dernières. Les piliers de ces investissements existaient, mais il n'y avait pas de connectivité malheureusement. Certaines bonnes pratiques devaient être mises à l'échelle nationale, et il fallait mettre à échelle par rapport à la région également pour partager les connaissances. Puis voilà un dernier point. Nous établissons un diagnostic, oui, nous savons comment est la situation, il y a tel problème ci ou là, et nous sommes conscients qu'il y a donc des solutions émergentes, etc. Ce que nous avons fait l'année dernière avec le conseil du ministère de l'Environnement, c'est que nous avions présenté ce document qui était donc accueilli par le Conseil. Il fallait juste négocier un peu plus avec les autres pays. Mais nous avions lancé un cadre plutôt avec les Nations Unies. En Arabie Saoudite, en décembre dernier, il y avait donc une salle faite de 110 donneurs et banquiers qui souhaitaient investir en la restauration foncière et ils voulaient relier ceci à la sécurité alimentaire également. Et donc, nous avons lancé ce cadre-là avec nos partenaires lors de la COP 16 et ils appelaient pour la restauration des terres et on est allé de ce point-là au point où on pensait à préparer des plans régionaux d'investissement pour contribuer aux différentes initiatives menées par tel ou tel pays et changer la narrative au final quant à la restauration et à son lien avec la durabilité. Et encore une fois, la clé est d'échanger au maximum les connaissances et l'expertise. Il y a aussi des initiatives régionales que nous avons partagées avec certains pays en termes d'appel des gens pour ce programme-là. Bonne nouvelle. Cette conférence, c'est l'une des pierres angulaires qui nous permet de nous concerter avec les différents partenaires et pays relatifs à ce cadre même. Et nous souhaitons donc aller plus vers les investisseurs lors des différents forums que nous souhaitons organiser en Arabie Saoudite cette année dans le cadre de la région MENA et de la commission NENA et ses travaux qui collaborent avec les ministères de l'Agriculture, etc. Il y aura des donneurs présents qui parleront de la collaboration potentielle dans le futur dans le contexte de ce cadre. Il y aura des actions proposées aussi et donc des pas plus en avant vers une mise en œuvre de restauration d'ici 2030. Merci. Oui, vous pouvez rejoindre votre place. Merci énormément. Merci pour cette explication très claire du cadre. Cela a aidé à clarifier donc pas mal de points. Nous allons nous approfondir un peu plus en détail. Et donc, le directeur au sein du ministère de l'Agriculture à la Tunisie, les efforts de la Tunisie par rapport à la restauration et la désertification démontrent les engagements et les pratiques environnementales ainsi que le rôle dans la lutte contre le changement climatique. Une grande partie des terres sont impactées par le changement climatique et les initiatives telles que l'initiative nationale pour la transition écologique et la restauration des forêts soulignent que c'est l'un des moyens effectivement pour aller de l'avant. Monsieur, pouvez-vous alors nous parler des actions que vous entreprenez afin d'accélérer les investissements en la restauration
Pour répondre aux problématiques de dégradation des sols, parlez-nous en particulier de la restauration des forêts. Puis, quelles sont les leçons à tirer pour promouvoir l'engagement vers la durabilité dans la région? La Tunisie, comme vous savez, elle fait partie de la région nord-africaine qui est soumise à une forte pression et soumise à l'effet des changements climatiques. C'est la plus forte pression qui touche la région. Et donc, devant cette situation, avec les répercussions qui en découlent, c'est-à-dire forte pression sur les ressources, dégradation des ressources, dégradation des écosystèmes, tout ça, ça mène à une réflexion nationale et même régionale pour mener à bien un programme de restauration des écosystèmes dégradés, essentiellement les écosystèmes forestiers qui sont les plus touchés. Mais avant de parler de tout ça, peut-être juste deux chiffres qui se rapportent à la Tunisie. C'est que 94% de la superficie, elle est soumise à l'aridité, donc c'est du régime aride. Et la plupart des superficies agricoles, c'est des petites superficies. Et donc, ça permet aussi une grande pression et une dégradation des ressources, étant donné que les gens ne pratiquent plus, ne peuvent plus pratiquer de l'agriculture sur des petites superficies qui sont inférieures à 1 hectare. Donc tout ça, ça mène à réfléchir sur la manière dont on doit résoudre ce problème de dégradation des ressources qui est de plus en plus accentué ces dernières années suite aux 7 années de sécheresse qui ont touché le pays. Donc, forte dégradation des ressources, forte pression sur les ressources en eau, dépérissement de certaines forêts et apparition de certains insectes aussi ravageurs qui attaquent aussi bien la forêt que l'agriculture. Donc, devant tout ça, il faut intervenir. On n'est pas resté les mains croisées, on a commencé à développer des stratégies et des études approfondies dans un objectif long terme jusqu'à 2050. On a commencé par une stratégie au 2050 et dans le cadre de cette stratégie, on a développé aussi d'autres stratégies telles que la stratégie nationale d'aménagement et de conservation des terres agricoles, puis la stratégie de développement forestier et puis plusieurs autres stratégies qui touchent au développement en général. Donc tout ça, ça a conduit à harmoniser les interventions de tous les partenaires dans un objectif d'avoir une vision claire et des orientations claires concernant le développement du pays à travers, bien sûr, une transition écologique qui n'est pas facile à mener, étant donné qu'on est sous contrainte de sécurité alimentaire et sécurité en eau. Donc, et la stratégie, tout ce qui est écologique, c'est bon pour la santé, c'est bon, mais ça conduit pas à alimenter toute une population qui est en état de stress vu les pénuries au niveau du pays. Donc, devant tout ça, je vais essayer de parler un peu de la stratégie d'intervention dans le domaine forestier qui me concerne. Donc, c'est un exemple pratique de ce qui se passe dans les forêts. La stratégie des forêts, on a vu que, et ça a été confirmé par le directeur régional de la FAO et Madame Fidel tout à l'heure, business as usual n'est pas toujours la solution adéquate. Il faut changer. Il faut oser pour changer certaines pratiques et certaines actions qu'on est en train de mener au niveau de notre intervention au quotidien. L'intervention, tout l'aspect technique, on le connaît et tous les techniciens, ils sont capables de mener ces aspects-là.
Donc reste le plus important, c'est la relation avec la population, c'est comment ramener les populations à adhérer au projet et à concevoir des projets pour eux-mêmes. Donc c'est la participation de la société civile, c'est la participation du public et c'est l'appui ou bien l'appui de cette population à l'État en général et la contribution au niveau du développement, essentiellement développement territorial. Devant ça, il faut des changements. Les changements, déjà on a commencé, c'est des changements sur les aspects juridiques à travers la révision du code forestier en premier lieu, et puis mettre des mécanismes qui permettent aux populations d'accéder aux produits forestiers au lieu de piétiner sur ces produits et les détruire ou bien les dégrader. Leur permettre une intervention et leur permettre une valorisation des ressources forestières, moyennant bien sûr une valorisation durable, réfléchie, raisonnée à travers et un encadrement de l'administration et de l'administration technique. Donc, et on a commencé des exercices à travers des comités de territoire, dans certains cas des groupements de développement agricole, dans d'autres cas des sociétés communautaires, dans certains cas aussi. Donc on a essayé de multiplier les interventions et les partenaires pour pouvoir réussir et pour pouvoir tester tout d'abord quel est le modèle qui peut réussir et pour pouvoir développer et mettre à l'échelle à la suite, donc dans un objectif d'une meilleure gestion de nos ressources. Donc tout ça, c'est une manière d'intervenir qui doit intégrer la population dans un esprit de participation, mais je dis bien dans un esprit de partenariat, parce que participatif, tout le monde le dit, mais en général, le participatif, c'est faire convaincre les gens de ce qu'on est en train de faire. Et ça doit s'arrêter et partir dans le sens de participatif, dans le sens de partenariat, c'est-à-dire gagnant-gagnant. C'est tout l'État qui gagne, c'est les ressources qu'on est en train de restaurer et c'est les populations qui valorisent au mieux les ressources naturelles. Donc tout ça, c'est un dispositif qu'on est en train de mener. Ça va être concrétisé aussi à travers des financements, parce que les financements, ce n'est pas essentiellement des financements en faveur de tout ce qui est environnemental et tout ce qui est écologique. Ça doit être des financements qui permettent aussi aux populations d'accéder à des ressources supplémentaires pour valoriser au mieux leur patrimoine. Donc, tous les projets qu'on est en train de développer, c'est de nouveaux projets qui intègrent la population et la société civile en général en tant qu'actionnaire primordial dans la gestion des ressources, que ce soit des projets financés par des bailleurs de fonds, des gros bailleurs de fonds. On a des activités avec la FAO, on a des activités avec d'autres bailleurs de fonds, et c'est dans ce sens-là d'amener tous les gens à réfléchir au profit de la zone et pour investir dans la zone, pour développer ces zones-là, améliorer les conditions de vie, améliorer les ressources et garantir une durabilité au niveau de l'exploitation de ces ressources. Voilà. Sorry, I need to wait a little bit for the translation before it's finished. Thank you so much for your contribution. And merci, désolé, il fallait que j'attende que la traduction se termine. Monsieur Ahmed Omagar, directeur du département du bien-être des animaux au département de l'agriculture et des ressources hydriques au Sultanat d'Oman. Vous avez démontré que 5% seulement des cibles que vous avez été déterminées à l'échelle nationale par rapport à la dégradation des sols et vous vous focalisez sur l'amélioration des terres, des forêts. Oman a déployé et a atteint certains progrès assez satisfaisants par rapport à la restauration des ressources marines et par rapport à la dégradation précédente causée par les activités humaines et le changement climatique.
Donc, vous allez nous parler des différentes contributions de 2023 qui soulignent comment vous gérez le changement climatique en cherchant des partenariats internationaux pour travailler sur le risque, les études de vulnérabilité et les plans d'adaptation nationaux. Le pays a également une stratégie carbone pour donc gérer et restaurer et réduire les émissions de gaz à effet de serre, entre autres. Et donc, quels sont les piliers clés de la stratégie carbone d'Oman pour la conservation et la restauration et quels sont les enseignements à tirer qui peuvent être appliqués aux autres pays du Golfe qui font face à des défis similaires? Élaborés, s'il vous plaît. Merci. Au nom de Dieu, mesdames et messieurs, il est mon plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler des efforts de l'Oman pour la décarbonisation à travers son engagement à la durabilité environnementale à travers le projet Oman du carbone bleu. Il y a des efforts qui précèdent ceci de la part de l'Oman pour traiter les dégâts humains causés sur ainsi que planter les arbres de Mogarov. Ce sont tous des projets de carbone bleu. Ce projet se focalise sur la stratégie nationale pour la décarbonisation. Et il y a beaucoup d'autres éléments qui influencent de façon plus importante, mais planter ces arbres est l'une des méthodes pour la réduction d'émissions de gaz et faire revivre les environnements littoraux. La Mogarov se trouve de façon naturelle dans toutes les provinces de l'Oman littoral. Et on continue à faire nos efforts dans les milieux naturels de l'arbre, mais ainsi qu'une expansion de ces arbres à travers d'autres parties du pays. Plusieurs partenaires se sont mis la main dans ce projet, la société civile, le gouvernement, les parties prenantes, et ceci pour faire revivre le système écologique dans plusieurs provinces et plusieurs zones. Ce projet a été fait en coopération avec une société privée qui prend en charge l'exécution de ce projet et a commission de planter de 100 millions d'arbres à travers 5 ans et faire le suivi à travers 27 ans. Avec l'objectif de décarboniser d'un taux de 14 milliards de tonnes. Donc, nous ciblons des milieux naturels, comme le centre de l'Oman, dans lequel se trouvent ces arbres de façon naturelle, et la possibilité d'arboriculture et l'arboriculture prévalent. Donc, pour les sociétés de décarbonisation, nous avons des certificats de carbone bleu. Et il y a plusieurs bénéfices qu'en tire l'Oman. Ces projets sont accompagnés de plusieurs générations d'emplois dans la zone, ainsi que la création de plusieurs activités parallèles. Il y a bien sûr
des aspirations futures d'expansion dans ce projet, ainsi que l'expansion de coopération et de coordination entre le gouvernement et d'autres instances internationales. Et bien sûr, nous avons déjà eu la chance ou bien l'opportunité de collaborer avec des instances internationales dans ce genre de projet. Je pense qu'il est nécessaire d'inclure ce genre d'initiatives dans les initiatives et les stratégies nationales de ces pays, ainsi que l'investissement à cet égard à travers l'arboriculture des mangroves, ainsi que promulguer des lois pour la restitution des systèmes écologiques, ainsi que le renforcement de coordination et de coopération dans les projets de restauration et la prise de conscience qui est la clé de succès, la prise de conscience de la société civile pour une durabilité. Merci beaucoup et voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre explication. Maintenant, je voudrais donner la parole à Monsieur George Mitri. Il est professeur de sciences environnementales et le directeur du programme de ressources naturelles dans l'Institut d'environnement dans l'université de Parlement. Vous allez parler des cas de climat extrême comme la sécheresse, la dégradation, ainsi que leur impact socio-économique. Ça présente aussi une opportunité de partager les connaissances et les meilleures pratiques. La région méditerranéenne a expérimenté des feux de forêt très importants. Pourriez-vous parler de ce que pourrait faire le Liban à cet égard? Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de souligner notre expérience de combat de la menace des feux de forêt, ce qui est devenu une préoccupation constante pendant les saisons sèches. Comme d'autres pays, nous faisons face des problèmes et des défis clés qui affectent le risque de feux de forêt, d'incendie de forêt. Donc, plus de 60% de la région est affectée par la dégradation. Et ceci augmente le risque d'incendie de forêt. Donc, la pénurie d'eau est un autre problème, un problème clé auquel nous faisons face. Nous voyons comment, en fait, la plupart des pays, je pourrais dire, basés sur notre recherche au moins, font face à certains problèmes liés à l'eau disponible par individu. Et cette réduction a atteint 60% comparé aux biens depuis les années 70, ainsi que les conditions de sécheresse qui sont en pleine augmentation, ce qui augmente le risque d'incendie dans plusieurs écosystèmes. Mais bien sûr, la détérioration ou bien la dégradation a des répercussions néfastes sur l'économie, d'où vient l'importance de la restauration.
Il a dit que $1 peut mener à gagner $20. Et dans certains écosystèmes, le retour sur l'investissement peut atteindre même $30 pour $1. Il y a aussi d'autres problèmes auxquels nous faisons face. Un problème essentiel qui est le changement climatique, qui empire la situation. La région se réchauffe à 2 fois la moyenne globale. Et la population est vraiment affectée grandement par cette augmentation. Parfois, on voit aussi des précipitations importantes après des périodes de température extrême, ce qui pourrait causer des inondations. Nous avons eu l'année dernière au nord du Liban, nous avons eu des incendies de forêt en fin de juillet. Et en août, une semaine après la catastrophe d'incendie de forêt, nous avons eu des inondations dues aux précipitations. Donc, une fréquence plus importante est bien notée. Des solutions naturelles pourraient faire servir de contre à ces problèmes de détérioration. Un autre problème clé est lié aux tenures de foncier. Il est important de sécuriser la tenure foncière et impliquer la société locale, la société civile locale. Donc, basé sur ces faits, ces problèmes clés auxquels nous faisons face, nous reconnaissons certaines solutions potentielles et nous parions sur ces solutions. La première solution, c'est l'arboriculture. La restauration doit être bénéficiaire aux communautés. Et la restauration soi-même, pour la maintenance de l'environnement, n'est pas aussi si simple que ça. Parce que la collecte d'argent pour ce but se démontre plutôt difficile. Ce genre de solution, l'arboriculture peut augmenter la productivité du sol ou bien du foncier en général. Donc, deuxièmement, les investissements de restauration, quand ils sont bien planifiés, bien ciblés, pourraient revenir avec des résultats très importants, avec des revenus très importants sur l'investissement pour la société locale. Troisièmement, l'implication des femmes et le renforcement de leurs capacités pourrait assurer un succès à long terme parce que ces femmes pourraient réinvestir dans le bien-être des communautés. Un autre point, c'est que nous avons compté beaucoup par le passé sur les technologies et il faut continuer à faire et le faire de façon meilleure. Ça prenait du temps, 6 mois auparavant, pour faire l'évaluation d'un incendie, par exemple. Maintenant, ça prend un laps de temps infime. Pour les stratégies, premièrement, nous avons développé en 2009 la première stratégie nationale pour la gestion de feu ou bien d'incendie de forêt. Et en 2023, nous avons actualisé la stratégie pour faire face aux défis actuels. Et la stratégie a clarifié le rôle et les responsabilités quand on parle de la gestion des incendies. On parle des 5 R à cet égard. Nous avons la recherche, la réduction de risques, la réponse
et dernièrement la restauration et la récupération après les incendies. Donc, nous faisons la stratégie nécessaire pour la gestion de ces incendies et nous actualisons notre projet de forêt. Nous avons développé des lignes phares, des lignes directives au niveau national. Maintenant, après une année de restauration, les résultats sont magnifiques à travers l'application de notre stratégie. Nous avons réduit de 90% l'érosion du sol. Maintenant, pour planter 1 hectare de foncier, ça veut dire que ça se traduit en 700 arbres, ce qui coûte entre 400 000 et 600 000 euros ou bien dollars. En intégrant ces lignes directives de restauration, nous avons été en mesure de réduire le coût de 75%, en stabilisant le sol, en réduisant l'impact, en conservant la biodiversité et en faisant la promotion totale de la régénération naturelle. Ces résultats magnifiques ont été le résultat de plusieurs lignes directives et de stratégies bien réfléchies. Nous avons développé d'autres lignes directives. Nous avons étudié l'impact des incendies ainsi que d'autres lignes directives pour la gestion des incendies, surtout dans les zones protégées. Nous avons des parcs naturels, des sites naturels, avec des lignes directives spécifiques, non pas seulement pour la réduction de risques d'incendie, mais aussi pour la restauration de l'écosystème dans ces zones protégées après un incendie. Je ne voudrais pas prendre plus de votre temps, mais basé sur notre expérience, nous pouvons appeler à l'action à travers 3 points. Tout d'abord, encourager les pays à prioriser la restauration en tant que moyen de renforcer la durabilité, ce qui est très important. Pour notre stratégie, nous n'avons pas dit que nous voudrions arrêter les incendies, mais nous avons voulu minimiser les dégâts. C'est réalistique, ça augmente votre résilience, votre résistance, votre durabilité. Ce qui est important, c'est de savoir comment récupérer de façon rapide. Deuxièmement, il faut renforcer la coopération régionale. À travers cette conférence, je pense que nous allons renforcer cette collaboration en apprenant l'un de l'autre, en apprenant de nouvelles informations, faire la combinaison entre la connaissance traditionnelle et les technologies modernes et aligner toutes ces pratiques avec les besoins de nos communautés locales. Merci beaucoup. Merci. Je pense que plusieurs pays savent qu'il y a plusieurs risques vis-à-vis des incendies de feu de forêt. C'est un phénomène bien répandu. Mais pour maintenant, passons à Madame Chad Mustafa, qui est une coordinatrice régionale pour l'Europe, le Moyen-Orient et le Nord de l'Afrique, qui travaille pour la ILC. Vous allez vous focaliser sur la tenue avec vu que notre région est dominée par des zones donc quelles seraient les meilleures pratiques pour travailler sur ces zones de notre zone. Donc, il est important de promouvoir la gestion
Il est important de promouvoir la gestion rationnelle. Nous approchons la convention très importante pour nous parce que notre zone est une zone de parcours. Quelles seraient les opportunités clés et les défis clés auxquels nous pourrions faire face, surtout quand on parle de la tenue foncière, le financement? Il faut regarder de très près les défis et les spécificités de chaque région pour comprendre les défis auxquels il ferait face. On ne peut pas parler de façon globale, surtout quand on parle des zones arides et semi-arides. Donc, pour la crise climatique, cette zone en particulier fait face à plusieurs problèmes, parmi lesquels la négligence de systèmes qui sont conformes aux standards internationaux, ce qui pourrait avoir comme résultat des conflits et des résultats néfastes quand on parle, et ceci surtout quand on parle de la gestion de zones au niveau local. Prendre le contrôle de ces zones dans la région MENA n'a pas marché très bien durant les années précédentes. Et ça nous a prouvé que c'est contre-productif. Donc, nous avons aussi remarqué que l'envergure de déforestation dans ces zones de parcours, surtout dans les zones dans lesquelles les précipitations sont presque négligeables, ont un effet très important sur les communautés vivant dans ces zones. À travers tous ces défis, il y a un espace énorme qu'on pourrait utiliser dans cette région, qui est la collaboration avec les communautés locales pour assurer un système durable sur le long terme. Ceci pourrait être fait à travers la reconnaissance du système coutumier, ainsi que le travail étroit avec les communautés locales et travailler de façon collaborative. Une consultation rapprochée avec ces communautés locales est très importante quand on parle de toute cette restauration, de ces approches, parce que ces communautés savent leur écosystème mieux que nous tous. Ils ont connaissance de techniques traditionnelles, ils ont une connaissance approfondie vis-à-vis les plantes vivantes de leur écosystème et ainsi de suite. Donc, apporter une société américaine ou bien européenne qui voudrait planter de l'avocat dans une zone déserte serait vraiment du gâchis. Et il est très important de travailler avec ces communautés locales pour s'assurer d'avoir un écosystème durable dans chaque région. Donc, dans les zones sèches, bien semi-sèches dans le monde, l'idée de la restauration de l'écosystème pourrait être liée à travailler dans des zones dans lesquelles les précipitations sont estimées à peu près 200 mm de façon annuelle. Ceci veut dire que quand on parle de l'investissement dans des zones de basse précipitation, il faut faire le calcul qui démontre que l'investissement n'aurait pas le même résultat que dans d'autres régions dans lesquelles les précipitations sont importantes. Et ceci est crucial à comprendre parce que dans certaines zones de la région MENA, si vous avancez de 10 km en dehors d'un cercle, vous aurez d'autres résultats en termes de précipitation. Apprendre des communautés locales pourrait être une valeur ajoutée en termes d'investissement parce qu'il y a certaines pratiques qui sont perdues à travers le temps
Ces communautés locales, parfois, sont des communautés migrantes dues aux conditions climatiques. Il faut faire la documentation de ces traditions abandonnées dues à la migration, ainsi que les mécanismes qu'on pourrait utiliser dans la restauration de l'écosystème. En termes de quels aspects d'investissement on pourrait envisager ici, je pense que l'idée ici, c'est d'avoir une approche holistique, surtout dans une zone caractérisée par des zones de parcours et des zones sèches, des zones désertes. Nous soulignons aussi l'importance des investisseurs internationaux. Il est finalement le temps de travailler sur des investissements dans ce genre de zones de parcours, ces zones désertes qui ont été abandonnées ou bien ignorées pendant plusieurs décennies à présent. L'arboriculture dans ces zones désertes pourrait faire face à plusieurs obstacles. Et ceci a été déjà souligné par plusieurs de nos intervenants. Nous avons les incendies, nous avons le changement climatique. Donc, si je demande aux donneurs, ou bien aux donateurs et aux investisseurs d'investir, il faut investir au long terme et non pas au court terme. Il faut s'engager avec ces communautés locales et il faut s'engager avec les pratiques de la communauté locale et non pas seulement les gens. Et ceci afin d'obtenir des résultats. Il y a aussi l'importance de la résilience du système, la résilience des systèmes alimentaires, reconnaître la nature interconnectée entre plusieurs systèmes. Et nous voyons aussi que de notre expérience en Tunisie, comme M. Nanfol l'a souligné, la Tunisie est un bon exemple à suivre parce qu'ils travaillent de façon étroite avec la communauté locale, ils mettent les gens en avant, ils ont ces stratégies de cette gouvernance centrée sur le peuple, ce qui est le chemin durable vers l'accomplissement de la restauration dans la région et aussi la préservation de la région d'autres formes de détérioration et de déforestation. Merci. Merci. Continuons vers le dernier intervenant, à Monsieur Samaro, qui est rechercheur pour le Conseil de restauration de plantes. Vous avez été impliqué dans le projet Salamet pour l'identification de terres fertiles en créant aussi des opportunités de business pour les communautés. Et vous avez joué un rôle important en propageant la connaissance vis-à-vis de ce sujet. Pourriez-vous expliquer comment on pourrait traduire notre connaissance en des politiques actives? Donc, comment traduire ces théories en politique et comment attirer l'attention des décideurs et créateurs de politique? Merci, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence pour leur soutien. Donc, quelques mots concernant le projet Salamed. Par rapport à la gestion en la région de la Méditerranée ainsi que des terres sèches, il y a un projet coordonné par notre collègue Pier Paolo de l'Université de Sicile. Et je suis
Donc l'un des coordonnateurs du projet, Salamet, est donc constitué par 50 partenaires et institutions de recherche venant de plus de 70 pays différents et 3 entreprises ainsi qu'ONG, des institutions internationales telles que Siambari et la FAO à l'Égypte. Nous avons donc 7 partenaires à travers 6 pays de la Méditerranée du Nord. Il y a donc le sud de l'Europe, Espagne, Grèce, Italie, et puis Maroc, Tunisie et Égypte, et en addition à la Palestine comme associé externe. Et donc, voilà la base de Salamed. Et puis, nous pensons que si on a envie de développer les terres sèches, il faut améliorer la fertilité du sol et la consommation et la conservation de l'eau. Ceci est un prérequis pour chaque terre sèche. Et quand on parle de la Méditerranée, donc on trouve différents types de terres sèches. On pourrait parler de la Méditerranée du Sud et de ces terres sèches qui ont un indice de 0,45%, donc semi-arides. Et puis il y a les terres hyperarides du Maroc, de l'Égypte et de la Tunisie, avec un indice d'aridité qui va de 0,5 jusqu'à 0,15. Et ceci démontre que les conditions sont différentes, mais la dégradation et la désertification se passent et vient donc ou est causée par des moteurs physiques, sociaux plutôt, et ceci est très intimement lié. Et puis finalement, dans la Méditerranée, il y a une mosaïque et une diversité agricole, de systèmes agricoles. Ces derniers demandent et requièrent des solutions personnalisées, donc il n'y a pas d'approche uniforme. Quelle est notre approche maintenant? Voilà, basé sur différents piliers. Le premier est de développer des solutions nationales pratiques. Excusez-moi. Donc des solutions pratiques basées à l'échelle nationale en engageant les différentes parties prenantes telles que les ONG, les entreprises locales et puis les décideurs. Et l'idée ici est qu'en sélectionnant et qu'en testant main dans la main ces solutions nationales, nous allons créer un environnement où ces solutions pourront réhabiliter les terres. En réhabilitant les terres, nous allons pouvoir améliorer les investissements et puis créer de nouvelles opportunités d'investissement, en particulier pour les femmes et les jeunes. Le deuxième pilier consiste à combiner les différentes parties prenantes avec les chercheurs, avec les scientifiques. Ici, nous allons pouvoir créer un environnement de recherche écologique où ils vont œuvrer à créer des espaces d'apprentissage afin de disséminer les connaissances scientifiques, les intégrer aux connaissances locales. Ceci est essentiel pour tester et évaluer l'efficacité des différentes solutions. Non seulement des solutions relatives aux impacts écologiques, mais aussi à l'impact social. Et ceci est un gain essentiel pour nous quand on parle de la création d'opportunités de travail et de business de manière générale. Voilà les 6 labos. Nous avons commencé avec celui de Valencia, donc un laboratoire open air, donc à l'air libre. C'était suivant un événement pluvial important et suivant donc une dégradation sur le long terme de cette forêt.
Et nous voulons dire ici par la dégradation des forêts, la perte de la plupart des éléments de l'écosystème. C'est causé par des feux de forêt, par la coupe des rondins, etc. Mais il y a un modèle ici qui est appliqué, appelé Café Kyoto Aqua. Donc, qui se penche sur la résilience des écosystèmes. Il cherche à informer les politiciens grâce à ceci, à les sensibiliser. Et ce modèle a marché, en effet, et un peu être réappliqué à Sardaigne, par des pastoralistes qui sont connectés à cette industrie, à cette chaîne de production. Et puis à Essaouira, cela a été appliqué pour la forêt des Arganiers, qui est classifiée comme un site de l'UNESCO et qui est d'ailleurs reconnue comme étant très fragile. Cette plante est très importante pour l'économie locale, pour l'écologie, le paysage et connectée aux coopératives des femmes également qui produisent l'argan. Et en étudiant tous ces systèmes, nous améliorons la productivité des forêts. Et puis, à Essaouira, nous avons appliqué une autre technologie appelée, ou plutôt c'est une technologie hydrique qui sert à retenir l'eau grâce à des membranes biodégradables. Ces membranes biodégradables sont placées dans un micro-bassin, donc comme des étangs à côté des arganiers. Et ils collectent l'eau et améliorent donc la reproduction des arbres. Et après quelques années, donc la membrane se dégrade, mais les arganiers se retrouvent en une bonne santé, capables de se développer, car ils peuvent supporter la sécheresse locale. Il y a un autre élément qui est applicable ici par rapport à qui est appliqué en Égypte à Marsamato, et qui est relatif à, excusez-moi, à la photo en bas à droite. Cet outil-là est basé sur une technique qui récolte l'eau d'un endroit et le transmet ou la transmet d'un endroit à l'autre en amont et en aval, parce que 50% seulement de cette eau se retrouve à être dirigée vers certaines terrasses et puis le reste est utilisé à l'échelle urbaine pour une utilisation civile. Et ce système sert à contrôler les inondations également. Et en parlant de conflits, nous pouvons mentionner ici l'expérience de la Grèce à Messinia, où ils ont commencé à essayer de régler ce problème. Il y a un conflit d'utilisation de l'eau entre la zone urbaine et la zone touristique, et donc l'eau utilisée pour l'irrigation d'olives était compromise. Mais grâce aux techniques de goutte à goutte et d'autres, nous arrivons à mitiguer ou à atténuer ce conflit-là. Il y a également en Tunisie une technique d'aquifère qui est utilisée, sont rechargeables, et l'eau dans cette zone cette eau améliore l'eau dans les couches du sol, et la vélocité est améliorée par 10% en comparaison avec les autres zones où cette technologie n'est pas appliquée. Là, donc la nappe phréatique est à 100%.
ou plutôt la nappe aquifère est à 100%. Et puis ce projet-là est un projet assez ambitieux qui consiste en le développement de nouvelles opportunités de carrière. Il y a 3 entreprises qui y participent, une tunisienne d'agriculteurs, une autre de l'Italie et l'autre de l'Espagne. Toutes 3 sont des entreprises technologiques et avec les ONG notamment de la Palestine et donc DesertNet International et d'autres acteurs, notamment la FAO à l'Égypte. Nous arrivons à travailler ensemble grâce à des systèmes qui nous permettent de mettre à échelle les technologies et puis de développer les capacités pour construire. Cela étant dit, le projet est réussi, mais il faut garder à l'esprit que les terres sèches et la Méditerranée est extrêmement fragile et restera fragile. Maintenant, à Riyad, les statistiques démontrent qu'entre 2000 et 2019, les terres arides et les terres sèches se sont améliorées ou ont augmenté par presque 19%. Et si ces tendances continuent, alors d'ici 2030, nous aurons 1 milliard d'hectares de terres dégradées. Et donc, si nous souhaitons mettre fin à la dégradation des terres et si nous souhaitons faire en sorte que ces opportunités soient ou aient des bénéfices stables, alors il n'y a qu'une seule possibilité, c'est celle d'arrêter le changement climatique. Merci beaucoup. Oui, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, il est agréable de voir l'intersection entre vous, experts, et vos écosystèmes. Donc, vous avez tous répondu à des questions et donc aux ressources humaines, aux capacités de l'écosystème. Vous avez également mentionné les impacts négatifs ainsi que les moyens pour y remédier. Et vous avez mentionné la surexploitation des terres. Plein de soucis réellement. Il y a également le déploiement des connaissances locales, la participation publique pour générer plus d'engagement afin de trouver les solutions adéquates. Et je souhaiterais savoir, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais y a-t-il des questions de la part de notre public pour les panélistes? S'il y en a, je vous en prie. Je ne suis pas sûre s'il y a un microphone baladeur ici, mais je peux m'en charger. Et pouvez-vous également indiquer qui vous êtes et à qui vous adressez la question en particulier? Merci de me donner la parole. Merci, mesdames et messieurs, de vos interventions de grande valeur. J'ai quelques questions à la dame de la FAO qui nous a enrichis par sa présentation intéressante. Je me demandais si l'on pouvait avoir un fonds régional pour le monde arabe. Il y a des pays riches dans cette zone et ils pourraient ils pourraient contribuer, ils pourraient le vouloir. Il serait naturel pour eux d'avoir une attitude de solidarité envers leurs voisins. Un autre point concerne ici l'évaluation des urgences. Quels sont les niveaux d'urgence que vous avez déterminés? Avez-vous identifié des pays ou des zones où il y a un premier degré d'urgence et un deuxième et troisième, etc. Y a-t-il une hiérarchie des niveaux d'urgence? Et puis, pour identifier, peut-être cela serait utile, pour identifier les points de travail. Le troisième point que je voudrais mentionner est celui-ci. Je vis en Europe, mais je me demande, est-ce qu'on a au monde arabe assez de connaissances par rapport à la situation émergente où l'on se trouve? Dans ce cas-là, il faudrait beaucoup travailler avec les offices et approches régionales ainsi que les universités afin d'attirer l'attention des étudiants, pas juste sur des problèmes locaux tels que les feux ou les incendies, mais
mais aussi sur les défis régionaux. Les universités ici devraient être une cible. Et puis, pour le secteur privé, il devrait être engagé également. Vous avez parlé du fait qu'un dollar investi aurait 20 dollars ou 30 de bénéfices. Alors, ceci est beaucoup plus intéressant que l'immobilier. Et puis, dans ce sens, il serait intéressant d'attirer plus d'investisseurs d'un point de vue économique. Voilà, c'était ma 4e question ou ma 5e, je ne sais plus. Je serais ravie d'accéder aux présentations que vous aviez partagées également, les différents PowerPoints, ou peut-être un rapport sommaire sur ce que l'on a vu. Merci. Oui, vous avez posé pas mal de questions. Nous allons essayer d'y répondre. Il y a une autre question. Voilà, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs questions. Donc, très rapidement, allez-y, posez votre question, mais restez bref, s'il vous plaît. Et donc, adressez-la à un panéliste en particulier. Merci. Merci de votre invitation. Je suis Saïd Zerhouni du Maroc. Ma question est assez directe et est adressée à notre collègue représentant de la Tunisie et le collègue représentant le Sultanat d'Oman et la Tunisie. Quelles sont les mesures prises dans votre pays pour mieux exploiter les ressources telles que les produits de terroir et les produits locaux? Donc, les produits qui se trouvent dans des zones forestières ou montagneuses, donc probablement partie du domaine public, donc exploiter quand même en un sens. Est-ce que les citoyens exploitent ces ressources forestières et quelles sont les mesures prises pour garantir la durabilité des produits? Je sais qu'à Oman, vous avez ce produit, comment l'appelez-vous? C'est un arbre. Oui, c'est ça, c'est cet arbre-là. Et il y a également d'autres produits. Mais que faites-vous par rapport à sa valorisation? En premier lieu, il va falloir répondre à ces questions en premier. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Est-ce que je réponds en anglais ou en arabe? Je vais répondre en anglais. Donc, vous avez parlé en effet de points assez critiques et ces points sont relatifs au financement, au fonds, plutôt à la possibilité de collaboration à l'échelle régionale et au travail avec les universités et le secteur privé. Effectivement, ce sont les paramètres clés que nous avons évalués dans le contexte du projet sur lequel on travaille. Maintenant, pour l'initiative régionale telle que je l'ai présentée enfin, il faut effectivement se pencher sur une approche régionale qui nous permettra de mobiliser des fonds internes. Et donc, en effet, le cadre détaillé a même évalué. Je n'ai pas envie de l'appeler une différente typologie de nos pays, mais vous avez posé la deuxième question, mais effectivement, on a plusieurs catégories. Juste pour vous dire, il y a des pays où il y a, par exemple, une grande production d'énergie, de combustible, comme les pays du Golfe. Nous avons l'Afrique du Nord, l'Asie de l'Est. Il y a plusieurs conflits, etc. Et donc, les priorités diffèrent d'une région à l'autre et les typologies également. Ceci fait que les cadres donnent des exemples de collaboration entre les pays. Et nous pouvons mentionner ici la sécurité alimentaire en Arabie Saoudite, l'investissement en les terres au Soudan, en Jordanie, etc. En termes d'établir un système de commerce partagé ou commun, plutôt un système commun. La question est comment prioriser. Nous savons que pour atteindre une bonne restauration, surtout quand on parle de terre sèche et de terre aride, je vais vous dire que ce n'est pas une terre perdue, même si elle est perdue à 90%. Mais les terres sèches ont été gérées et ont démontré une certaine résilience et une certaine adaptabilité. Et donc, elles ne sont pas perdues. C'est quand même donc un panier qui nourrit
un grand pourcentage de la population, même en vue des précipitations faibles. Maintenant, pour parler de la priorisation de la restauration, la deuxième étape de notre cadre est la suivante, celle de définir quel écosystème devrait voir plus d'investissements dans la région afin de générer les retour de durabilité désiré. Nous allons le faire à l'échelle régionale, oui, mais cela a besoin de plus d'évaluation économique. Mais en parallèle, nous œuvrons avec les pays intéressés par ce cadre. Nous avons la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, l'Irak, etc., qui font partie de cette initiative. Et là, nous nous penchons sur l'échelle nationale qui aligne différents engagements par rapport à la restauration et ils savent par la suite quel écosystème devraient avoir leur investissement. Et le secteur privé fait partie de ceci. Même les modèles d'affaires que nous avons analysés sur ces 300 projets et initiatives, donc nous avons vu que le secteur privé cible certaines approches holistiques ou quand ils ciblent ces approches-là, ont des résultats plus positifs avec le gouvernement même. Et donc, il faut répliquer ces cas-là et identifier plus de projets dans ce sens. Maintenant, pour rester brève, je vais dire que nous pouvons partager le cadre lancé lors de la COP 16 et puis donc le rapport sur le cadre sera également publié pendant cette année même et il inclura une introduction et une explication des différents chemins. Et le point critique, encore une fois, est d'aller vers la mise en œuvre tout en évaluant les opportunités sur le terrain. Voilà. Merci. Est-ce que votre question est relative à celle-ci ou... Oui, allez-y. Partie de cette question-là. Ma question, tout le monde, tous les intervenants, je les remercie. Ils ont parlé d'associer la population locale au développement de leur région, à la lutte contre la dégradation. Et moi, je voudrais parler, au Maroc, nous avons ce qu'on appelle les AGDEL. Alors, c'est des AGDEL, c'est des zones de maisons de fonds qu'on met périodiques et qu'on reprend. Donc, chaque fois avec des statuts, avec des lois locales, malheureusement, les AGDEL disparaissent. Et pourquoi ils disparaissent? Parce qu'il n'y a pas de loi qui les protège. Et les lois coutumières, on ne veut pas parler des lois coutumières dans notre pays. Les lois coutumières ils sont connus, ils sont écrits et tout ça, mais aucun texte, aucune loi, ni pastorale, ni forestière, ni qui veut parler de l'AGDEL. Donc, si on veut associer la population, il faut les associer avec tout, avec même les règlements, avec quoi ils sont. Donc, ils ont géré la nature pendant des siècles. Le forestier, je suis content que les forestiers enlèvent la casquette et ils ne tiennent plus le côté gendarme de la question. Et comme ça, la réussite va venir. Okay, thank you. Let's go back to well, we first need to answer the question for you. Il faut répondre en premier lieu à la question par rapport à la Tunisie. Concernant l'exploitation des produits forestiers. Lorsqu'on parle de produits forestiers, on parle bien de produits forestiers non ligneux. C'est-à-dire, à part... C'est-à-dire tout ce qui est liège et tout ce qui est bois. Ces produits, ce qu'on est en train de faire en Tunisie, c'est à travers des expériences, bien sûr, des exercices qu'on est en train de mener, qui permettent d'alimenter la réflexion autour des amendements concernant le code forestier. Et on a ce qu'on appelle les groupements de développement agricole. C'est des GDA. Et on a des
des sociétés communautaires. Et puis, il y a aussi les sociétés mutuelles de services agricoles. Il y a tout un dispositif et une diversité d'organisations paysannes avec qui on traite et on établit des contrats, des conventions de partenariat. Les conditions, ils donnent accès aux produits gratuitement, mais à condition que l'organisation fasse un travail au profit de la forêt, dans la forêt, pour améliorer les accès, pour entretenir les tranchées par feu, pour faire des opérations sylvicoles, pour toute action en faveur de la forêt. En plus de ça, lorsqu'on parle par exemple de le dernier né des organisations paysannes, qui est les sociétés communautaires, par obligation et par la loi, ils sont obligés d'investir 20% de leurs bénéfices au profit de la société. Donc, mis à part la gratuité et mis à part l'engagement envers la forêt, ils ont l'obligation de développer des activités en faveur de la société, que ce soit en matière de santé publique, en matière d'éducation, en matière de transport. Tout ça, c'est des activités qui sont en train de mener. Et c'est un modèle, jusqu'à présent, on l'a testé sur deux sites. C'est un modèle, moyennant l'encadrement de l'administration, c'est un modèle qui peut réussir pour changer un peu c'est-à-dire le modèle existant. Les groupements de développement agricole, on les a testés. C'est un modèle réussi aussi, mais à condition de continuer vers des contrats de cogestion avec des opérateurs qui peuvent valoriser mieux le produit qu'ils peuvent c'est-à-dire exploiter. C'est-à-dire, l'administration, elle traite avec les groupements de développement agricole, et ces groupements, ils traitent directement avec des opérateurs privés pour valoriser au mieux le produit forestier. Et ça marche, ça a marché. Maintenant, c'est le cadre juridique qu'on est en train de revoir, et on est dans des phases bien avancées pour ça. Je reviens peut-être à la question des AGDEL. C'est l'équivalent des parcours collectifs, disons, chez nous en Tunisie. On appelle ça des parcours collectifs. Et ça, peut-être votre voisin, il peut témoigner sur ça, étant donné qu'on a mené un exercice dans le cadre d'un projet au sud de la Tunisie, qui a permis d'améliorer des parcours, des parcours collectifs dans l'indivision. Et ces collectifs, ils sont gérés par des groupements de développement agricole. Ces groupements, l'administration, elle a fait les investissements en matière de tout ce qui est mettre à la disposition des pasteurs les ressources en eau, le gardiennage, tout ce qui est amélioration, c'est-à-dire physique des parcours concernant le semis parfois, mais toutes les opérations, c'est dans le cadre d'un contrat entre l'administration et les groupements de développement agricole. Et puis, toutes les opérations, c'est à la charge de ce groupement. Et le groupement, c'est lui qui fait la mise en défense, c'est lui qui la gère, et c'est lui qui a une redevance concernant le cheptel qui va pâturer au niveau de ces parcours-là. C'est un modèle qui a ses limites, qui a réussi, mais qui a ses limites, étant donné que la durabilité de l'action n'est pas assurée, étant donné que les conditions climatiques ne sont pas toujours favorables, et on peut avoir une année ou bien 2 années de suite qui sont défavorables au parcours. Donc il n'y a pas des entrées d'argent, et le revenu de ce groupement n'est pas garanti. Donc on a tendance à diversifier les ressources de ces structures paysannes pour développer d'autres activités en faveur des zones là où ils sont installés. Voilà, merci. Thank you. Given the time, Vu le temps, je voudrais donner la parole
a une dernière question. En fait, j'ai un petit point. Est-ce que vous pensez qu'il est temps d'avoir ce genre de changement de ces études traditionnelles vers des recherches menées par la communauté? De cette façon, je pense qu'on pourrait donner plus d'opportunités, plus d'interactivité avec ces communautés locales pour avoir leur propre rôle, leur propre activisme, et ceci pourrait être la façon la plus courte pour renforcer la communauté locale. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre? En fait, je pense que c'est une question très importante. Et pour y répondre, dans notre université, par exemple, nous avons commencé deux choses. Premièrement, l'apprentissage de services, en envoyant des étudiants vers les communautés pour faire des recherches avec les leaders de communauté et les organisations basées sur la communauté. De cette façon, ils apprennent ce qu'ils doivent faire au niveau de la communauté. En même temps, ils bénéficient de la communauté. Donc, c'est une situation gagnant-gagnant. Deuxième approche, c'est ce qu'on appelle l'éducation continue, dans laquelle nous invitons les gens des communautés pour leur donner un certain entraînement dans un certain sujet, mais en même temps pour avoir leur connaissance locale. Donc voici les approches qui sont efficaces. J'ai une opinion différente. Il n'y a pas de choses comme la recherche scientifique, la recherche locale, la recherche universitaire. La recherche est basée sur des méthodologies, sur des principes scientifiques. Si on n'applique pas ces principes, ce n'est pas une recherche. Peut-être nous avons démontré que nous pouvons générer des processus d'apprentissage à travers les communautés. Mais il faut être clair, la recherche doit être basée sur des méthodologies scientifiques. Bon, nous pourrons pas continuer la discussion après la session. Donc, je voudrais remercier tous les panélistes pour leur explication du cadre de travail régional. Merci aux présents pour leur interaction. Je vais m'arrêter ici. Yeah, thank you so much. Thank you very much for